Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout va bien chez vous ce matin. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Loin mais ensemble. Avec ce matin Laetitia Rossonnet-Meignier qui va nous amener sur d'autres terres. On va voyager ce matin dans l'Égypte antique et nous relier à Isis, la grande déesse. Laetitia va nous parler de son ouvrage sorti aux éditions Le Ducaison, Les mystères d'Isis, la voie initiatique de la grande déesse. C'est un livre très riche, très dense, hyper intéressant, que je vous propose je pense qu'à l'issue de ce live, vous n'aurez qu'une envie, c'est d'aller l'acheter pour le lire. En attendant, je reçois Laetitia qui doit être là. Mince, non, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton. Non. Voilà, invité. Laetitia va apparaître dans quelques instants. Bonjour Laetitia. Comment vas-tu? Ça va très bien. Super. Et toi? Bien? Je suis ravie d'être là. Ça me fait très très plaisir. Je suis honorée même. Donc je suis très... Voilà. Bon, j'espère qu'on va pas trop entendre de bruit. Il y a des travaux dans mon immeuble, donc j'espère que ça va pas être trop gênant au niveau du son. Voilà. Non, ça va aller. Bon, super. On est protégés, tout va bien. Alors, j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui ont déjà remarqué ce que j'avais autour du cou. Je trouvais que c'était très approprié de porter ma clé d'encre. On est d'accord, ça se dit comme ça. Hein. La clé d'encre. Ma clé d'encre, qui m'a été offerte par ma grand-mère quand j'étais gamine. Toutes les filles de la famille ont eu un cadeau de ma grand-mère et je suis la seule à avoir eu une clé d'encre. Et à l'époque, je m'étais sentie un peu nulle, enfin nulle, non, mais je m'étais interrogée en me disant mais pourquoi j'ai pas les mêmes cadeaux que les autres? Alors qu'elles avaient toutes un symbole commun les autres. Et moi, je suis la seule à avoir eu ça, quoi. Et je me suis dit, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, je suis à part, comment ça se fait, etc. Voilà, peut-être que grâce à toi, je vais avoir une réponse. C'est assez intéressant. Ouais, c'est un beau symbole en tous les cas, enfin, de la part de ta grand-mère. Alors, je ne sais pas si elle avait conscience de la portée du symbole, mais en tous les cas, c'est très joli, ouais, parce que, alors bon, c'est la clé d'encre, c'est très solaire, et surtout, c'est une belle protection, c'est le souffle de vie chez les Égyptiens. Donc, c'est vraiment d'apporter et d'insuffler cette magie, en fait, dans le monde. Je pense que ce que tu fais aussi au travers de tes partages divers et variés. Donc, c'est un beau symbole, et je pense que ça fait de toi peut-être aussi quelqu'un d'unique au travers de la lignée. Le fait que tout le monde ait le même symbole et que toi, tu en aies un autre. La clé d'encre, c'est aussi un symbole qui permet souvent de déprogrammer en fait des systèmes de fonctionnement. Et le fait que ta grand-mère te l'ait offert, c'est peut-être pour toi. Alors, je ne veux pas faire d'interprétation hasardeuse parce que je ne connais pas assez ton histoire, mais en tous les cas, c'est ce que ça m'inspire. Une manière de déprogrammer peut-être des nœuds, puisque chez les Égyptiens, la clé d'encre, le nœud-tite, c'est tout ce qui a enfin, tout ce qui est relatif à la magie des nœuds, en fait. Hein. Et donc, on noue un certain nombre de choses et d'histoires. Donc, je trouve ça intéressant que, par rapport à la lignée féminine, toi, tu aies eu la clé d'encre et peut-être la possibilité d'être porteuse de cette magie du nœud dans ta famille. En tous les cas, c'est assez joli, je trouve. Oui, c'est très, très chouette. Bon, merci, mais t'es pas là pour parler de moi, t'es là pour parler de toi et de ton ouvrage qui est vraiment formidable. J'ai eu vraiment un grand plaisir. Alors déjà, la couverture est magnifique, hein, bravo. Et j'ai eu un immense plaisir à plonger dans cet univers que je connaissais pas plus que ça, à part le fait d'avoir été toujours attirée par l'égyptologie, d'une certaine façon. À chaque fois au Louvre, la partie où je vais tout le temps, c'est la partie égyptologie, toutes les émissions sur l'Égypte. Est-ce que, justement, alors c'est marrant parce que c'était une de mes dernières questions, et je vais commencer par celle-ci. Est-ce que pour plonger et pour vraiment plonger dans les bras d'Isis, d'une certaine manière, dans son univers, est-ce qu'il faut être appelé par elle, comme tu l'as été, ou est-ce que le fait déjà d'être attiré par ce monde magique et extraordinaire de l'Égypte antique, de tout à la fois ces mystères et cette immense richesse, est-ce que ça suffit? Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je pense qu'effectivement, les deux sont possibles, c'est-à-dire que effectivement, si on a un appel
et une appétence pour Isis. Bien évidemment que le livre répond à cet appel-là. Mais je pense que effectivement, on n'est pas nécessairement obligé d'être attiré par Isis. Au contraire, parce que l'Égypte, et en tous les cas, pour moi, la tradition antique égyptienne, elle est porteuse d'une sagesse ancestrale, hermétique, initiatique, que l'on retrouve dans d'autres cultures, en fait, hein, qui est vraiment... Alors, moi, j'ai envie de dire, parce que voilà, je suis un peu chauvine, mais je pense qu'effectivement, l'Égypte est le berceau de cette culture et qu'après, ça s'est diffusé, voilà. Mais effectivement, je pense que si on a une appétence pour les cultes antiques, pour la sagesse cachée derrière les divinités, derrière une tradition et des valeurs, parce que l'Égypte, c'est des valeurs hein, avant toute autre chose. C'est vraiment replacer l'humain au centre, c'est vraiment l'inclure dans l'univers, dans tout ce qu'il a de magique et de replacer l'humain dans cette dynamique-là et de lui redonner une quête de sens et de vérité. Donc, je pense que si on est en quête de ça et qu'on se pose des questions, le livre peut y répondre. Alors après, effectivement, si on déteste l'Égypte, bon, je me dis que c'est peut-être pas... Voilà. Et encore une fois, on ne parle pas de l'Égypte aujourd'hui. Non. On parle de l'Égypte, des pharaons. Oui. On parle de cette Égypte-là avec d'autres croyances qui étaient plus mystiques finalement que probablement celle d'aujourd'hui. Oui, oui. Alors c'est vrai que c'est une autre Égypte et en même temps, j'aurais tendance à dire que c'est une Égypte actuelle mais cachée. C'est-à-dire que aujourd'hui, en Égypte, on a encore, hein, on l'a vu dans les actualités sur Arte, le réveil des momies, c'était juste incroyable. Alors après, on peut dire que c'est très médiatisé, qu'il y a un certain nombre de choses et tout, mais on sent que cette Égypte n'a pas perdu son âme, malgré une religion monothéiste qui est installée aujourd'hui. On sent que c'est des traditions qui ont perduré et qui se sont finalement imbriquées dans le paysage culturel complètement de l'Égypte, quoi. C'est l'âme, c'est le cœur de l'Égypte encore aujourd'hui, hein. On voit sur les voyages qui va en Égypte va visiter les pyramides, hein. Donc voilà, c'est encore, je pense, d'actualité. Et on a des gardiens et des gardiennes encore de temples hein, en Égypte qui ouvrent ou pas certaines portes, qui continuent d'alchimiser les lieux, qui continuent de faire en sorte qu'ils racontent et qu'ils gardent cette énergie puissante et profonde des pharaons finalement. C'est extraordinaire qu'il y ait encore des personnes aujourd'hui qui protègent tout cet univers-là sacré. C'est magique, c'est magique. Ça rassure, oui, oui, ça rassure parce que, à mon sens, faut pas, enfin, faut pas. Après, voilà, les choses doivent se faire ou pas, mais je pense que on est encore nourri, et même en Occident, hein, par cette énergie et ces points que moi j'appelle d'acupuncture, hein, que ce soit chez les Mayas, chez les Égyptiens, voilà, où effectivement, quand c'est encore entretenu, ça participe au réseau, voilà, du sacré dans la matière, hein, vraiment. Hein. Et qui nous permet quelque part de survivre. Oui, tout à fait. Oui, 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 oui. C'est tout ce qui peut se passer. C'est une connaissance ancestrale. Est-ce que tu peux nous présenter, toi, ta rencontre avec Isis? Même si c'est très bien écrit dans ton ouvrage, mais là, est-ce que tu, en quelques mots, nous raconter un petit peu ta rencontre avec elle? Ouais, en quelques mots. Alors, c'est vrai que moi, je me suis toujours sentie proche du sacré. C'est-à-dire qu'étant enfant, je vivais dans un petit village en Normandie et j'allais tout le temps à la rencontre des églises. Et puis en plus, je me faisais vraiment une espèce de reconnexion. Quand je rentrais dans les églises, je me disais, oh là là, j'aimerais être une bonne sœur, quoi. Je trouvais que et puis cette espèce d'ermitage où ils vivent à huis clos, où ils passent leur temps dans la dévotion et le sacré, ça m'emplissait. J'étais très jeune, hein, j'avais, je sais pas, 12 ans. Et puis, bon, ben, comme tous les enfants, je me suis tournée vers la religion qui était accessible, hein, c'est-à-dire la religion catholique chrétienne. Ben, j'ai été j'ai pas envie de dire déçue, mais en tous les cas, j'y ai pas trouvé mon compte. C'est-à-dire qu'en grandissant, je me suis dit, OK, ça répond pas du tout à cet appel, il y a autre chose. Alors, je me suis complètement coupée du sacré, de la spiritualité et de la religion. J'ai fait un rejet. J'ai mené ma vie d'adolescente. Et puis,
voilà, on a eu une très belle rencontre. Je l'explique dans le livre, mais je vais en faire en quelques mots. Voilà, on a décidé de quitter Paris, où je faisais mes études avec mon conjoint, et on est revenu aux sources, une maison longère normande, donc en Normandie. Et là, je sais pas, il y a eu un shift, il s'est passé quelque chose. J'ai retrouvé le chemin du sacré. Dans cette maison, c'était comme une espèce d'église, en tous les cas, voilà, et en plus, le village dans lequel j'habitais, j'en parle pas, c'est Sainte-Marthe, et donc qui est la sœur de Marie-Madeleine. C'est assez beau hein, quand même, hein, voilà. Et du coup, j'ai assez rapidement reconnecté de façon spontanée dans les rêves, dans mes nuits, et dont un rêve que j'explique dans le livre, qui a été cette rencontre avec cette femme qui m'emmène dans une bibliothèque, qui me grave des symboles à l'intérieur des mains et qui me dit, voilà, tire-moi 2 livres dans cette bibliothèque, et je tire les alchimies d'Horus et l'Égypte antique, voilà. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Et moi, Isis, alors comme tout le monde, je veux dire, j'ai été bercée par les cours d'histoire en 6e où l'Égypte antique m'avait passionnée, cette épopée avec Isis, Osiris, c'était génial, mais j'avais pas forcément une volonté d'aller dans cette tradition-là. Et la reconnexion s'est faite malgré moi, et effectivement, j'ai cheminé et j'ai retrouvé au fil d'enseignements, au fil de méditation que j'ai mené après avec des enseignants, cette déité, et je me suis dit, c'est Isis. Voilà, c'était elle qui était venue un petit peu me chercher et puis me tirer de ce rejet du sacré et de mon inertie, je pense, hein, quelque part. Hein. J'avais, je pense, un chemin à réemprunter. Elle est venue me chercher. Est-ce que tu as trouvé une réponse? Est-ce que j'y ai trouvé une réponse? Ouais, des réponses, très claires. Oui, oui, très clairement. En fait, j'ai eu la sensation de rentrer à la maison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai reconnecté cette déité et toute la tradition qu'elle est autour, parce que c'est elle, mais je le dis dans mon livre, hein, c'est l'Isis aux 10 000 noms. C'est-à-dire que c'est les facettes du divin et du sacré au travers de ses multiples manifestations. Et dans cette tradition, j'y ai retrouvé ma quête de sens et de philosophie et de rectitude, de justice et d'alignement. C'est-à-dire que, alors, sans faire de digression, mais moi, je suis une Sagittaire, très, très Sagittaire, très jupitérienne, avec une quête de foi et une quête de sens sur la vie en général, et un besoin aussi d'un cadre et en fait, cette tradition m'a remis au centre de ma propre responsabilité. C'est-à-dire que là où la religion monothéiste m'avait éloignée de moi, c'est-à-dire que je sentais que j'étais dans une posture de... le divin est à l'extérieur de moi et il peut être quelque part punitif parfois ou culpabilisant, et je ne dois pas me poser de questions, puisqu'à l'époque on me disait tu dois croire sans voir. Et là, j'ai trouvé, au travers de cette tradition, et en tous les cas au travers de mon lien avec Isis, ce côté, ok, toi en tant qu'humain, tu portes en toi cette Égypte intérieure, et tu portes ces divinités parce que tu es une fraction du tout. Et tu dois, quelque part, incarner pleinement en tant qu'être humain ce que les Égyptiens appellent la Ma'at, en fait, hein, c'est la loi cosmique et universelle. Et moi, j'y ai trouvé une quête de sens énorme. Ça m'a transformée complètement. Voilà, j'ai eu une enfance un peu compliquée, voilà, avec des parents où ça n'a pas toujours été très, très facile. Et tout le cheminement mené au travers d'Isis, au-delà d'une dévotion et d'un service ou d'une espèce d'idéalisme et d'idolâtrie, j'y ai trouvé surtout, surtout une transformation de l'être profond. Où, voilà, il y a une quête, il y a une vraie quête au travers de la tradition égyptienne. Est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière, est-ce que tu as fouillé d'ailleurs, en ce sens où c'est hors sujet, tes vies antérieures? Est-ce que tu as vécu à cette époque-là? Ou alors tu as la conviction? Est-ce que tu allais le chercher, ça? Ou c'est pas le sujet Alors non, je ne crois pas que ce soit pas un sujet. Moi, j'ai clairement revécu des flashs. Et donc, dans mon rêve que je raconte, hein, je me vois arriver avec une jarre de myrrhe. Je me vois en fait beaucoup plus jeune que l'âge que j'ai aujourd'hui et physiquement différente. Mais je sais que c'est moi, je vois à travers mes yeux et je sens très très bien qu'il y a une connexion
de vie antérieure. Je connecte quelque chose. Alors, c'est vrai que j'ai pas trop cherché à m'attacher à ça parce que j'ai toujours voulu, comment dire, me dire, ok, tu as peut-être des mémoires qui se répercutent aujourd'hui, mais quelque part, est-ce qu'elles sont encore valables pour cette vie-là? C'est-à-dire que des fois, on peut connecter des mémoires passées sans pour autant on doive réincarner la fonction qu'on aurait pu occuper dans une vie antérieure. Moi, j'ai été vachement vigilante avec ça, mais effectivement, je me suis vue prêtresse dans des temples de Bastet, et c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on revisite des vies antérieures comme ça. Je ne sais pas si toi, tu as déjà eu l'occasion de le faire, mais il y a une véracité en fait à l'intérieur et on ressent les sons, les odeurs, les sensations corporelles. Et c'est presque déroutant. Et je pense que quand ça arrive spontanément, c'est bon, bah, c'est que ça doit se faire. Après, je pense que y aller soi-même sans être accompagné, ça peut être violent. Moi, j'ai revisité des vies antérieures de sorcières, choses comme ça. Bon, effectivement, ça peut être un peu violent, quoi. Donc, donc voilà. Autre critère, je suppose, qui orienterait justement ta facilité dans ce monde-là, c'est le fait d'intégrer facilement tous les noms de dieux, de déesses que tu nommes, qui ne sont pas des mots qu'on utilise tous les jours en France. Est-ce que ça, tu les as tout de suite intégrés? Non. Et toute l'histoire, Osiris, etc. Enfin, tu vois, parce que là, je me suis dit, punaise, c'est un livre, il faut que je le lise au moins 2 ou 3 fois pour vraiment l'intégrer. Parce qu'en plus, bon, en plus, c'est vrai qu'il est très riche, on va y revenir dans tes chapitres, etc. Très bien construit. Mais il y a aussi beaucoup de noms, beaucoup de mots que j'ignorais. Et il y a tout un apprentissage autour de cette Égypte antique qui a intégré. Est-ce que toi, tu les intègres facilement ou ça a été beaucoup de répétitions, beaucoup de... Comment ça travaille? Là où moi j'ai un parcours atypique par rapport à d'autres personnes qui peuvent être plus traditionnalistes, qui font d'abord de l'égyptologie classique et qui vont ensuite, ou pas, hein, aller sur une relation plus subtile avec les Nedjerou, puisque en égyptien on dit Nedjer, Nedjerou. Alors en plus en égyptien la traduction, je l'explique dans le livre, c'est pas vraiment des divinités, hein, mais c'est des manifestations de l'énergie divine en action. En fait, pour moi, pour répondre à ta question de base, j'ai d'abord créé le lien subtil avec les divinités, c'est-à-dire que j'ai vraiment, je voyais des commentaires de personnes que je connais voilà, euh, disaient très justement, en fait, Isis et les divinités du Panthéon, comment moi je les ai intégrées et vécues, c'est d'abord une quête d'initiation dans le subtil, dans la relation avec la divinité ou avec les énergies en action. Et en fait, Isis m'a proposé d'aller rencontrer telle et telle énergie, m'a fait bosser sur telle et telle énergie. Et du coup, au départ, je n'avais pas forcément le nom. C'est-à-dire que je rencontrais, alors soit la personne, enfin l'énergie se donnait son identité. Mais chez les Égyptiens, c'est très compliqué parce que l'identité est multiple. C'est-à-dire que on dit hein, le reine, les noms chez les Égyptiens, eh bien, effectivement, peuvent être interchangeables, peuvent effectivement être multiples. Donc, pour identifier l'énergie, déjà, c'est assez compliqué. Et puis ensuite, quand j'ai eu ces voyages spontanés, ces découvertes dans le subtil, j'ai commencé à y mettre du mental. C'est-à-dire que je suis allée recouper avec les textes sacrés, avec le mythe, très important pour moi parce que c'est le creuset en fait de la tradition et c'est là qu'on va retrouver les liens qui peuvent se tisser entre les différentes divinités. J'ai été aussi accompagnée sur ce chemin-là hein, pour identifier les énergies parce que parfois c'est compliqué. Et puis voilà, mais ça n'a pas été spontané. Moi, je suis sur l'Égypte depuis mes premiers voyages datent de 2008. Donc voilà, si on fait le fil, il m'a fallu plusieurs années d'exploration, d'études des textes, d'erreurs, je me trompe de chemin pour revenir. Ah ben non, c'était pas cette bonne divinité-là. Et puis j'en apprends encore, c'est-à-dire que c'est difficile de figer un paysage égyptien en enfermant une divinité dans une case. Et ça a été aussi ma difficulté dans le livre, parce que les divinités égyptiennes sont vraiment en mouvance, en fait. Elles s'adaptent, elles changent au gré aussi de notre paysage et de nos compréhensions. Moi, voilà, il y a une énergie de départ.
mais dans les compréhensions, c'est des larges panels en fait. Attends, il y a un commentaire là, d'Isis Marilyn qui écrit depuis depuis tout à l'heure. Oui, oui. En fait, il faut découvrir peu à peu qui est Isis, d'où le fait qu'elle apparaisse dans les traditions en tant que voilée. C'est un peu la quête mystique de tous ceux qui marchent sur les sentiers d'Isis. Ouais. En tous les cas, ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que c'est un sacerdoce, en quelque sorte. C'est un complètement. Alors, je pense qu'on peut effectivement ne pas formaliser ce sacerdoce de manière officielle, entre guillemets, mais de toute manière, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire que pour moi, il y a une vraie quête de faire perdurer la tradition et de la remettre d'actualité. Alors moi, je le vois comme ça et je le vis comme ça, dans nos traditions occidentales aussi. Et que effectivement, ça va demander des années d'études, des années de dévotion et des années aussi. Voilà, moi j'ai 3 enfants. Le matin, j'avais un boulot dans la matière, hein, très clairement. Hein, voilà, je me levais à 5 heures du matin pour méditer, pour faire mes recherches. Et je sais que je suis pas la seule là-dessus. Donc oui, oui, c'est un vrai sacerdoce et puis un vrai amour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui dépasse pour moi, hein, l'humanité. C'est-à-dire que voilà, on se sent tellement porté et on reçoit tellement finalement aussi que c'est soutenant et donc ça devient non pas un sacrifice, mais un sacerdoce, ouais, une mise au service, vraiment. Une mise au service qui pour autant te nourrit. Tout à fait. Parce Oui, que, de oui. toute façon, si ça ne te nourrissait pas d'une certaine manière, tu aurais peut-être abandonné, non? Il y a un côté donnant-donnant d'une certaine manière. C'est-à-dire que, ok, tu lui as donné de ton temps, de ton énergie, d'accomplissement, d'évolution, d'études, etc. Mais je sens en toi que c'est essentiel quand même aussi. Ah Il y a oui, une forme d'évidence et d'essentiel. oui. Eh ben, je l'ai souvent dit, hein, enfin, alors après, est-ce qu'il n'y a pas une forme de dépendance? C'est la grande question, et je l'aborde dans mon livre aussi, hein, cet effet des descentes initiatiques où finalement il y a un peu de silence et que ben, on se retrouve un peu seul face à soi-même et toute cette magie, on se dit, mais si on me la retire, en fait, quel est le sens de la vie? Donc c'est aussi de trouver un savant mélange et équilibre entre ben, toute cette exploration, mais sans partir dans une fuite dans les étoiles et en se disant, OK, on est aussi des êtres incarnés et il faut ramener cette énergie dans la matière en acceptant aussi que la vie soit pas toujours super tendre, belle, jolie et que voilà. Mais moi, voilà, je dis souvent, alors, c'est vrai que Isis, c'est ma gardienne, et puis je me sens enveloppée, c'est-à-dire que soutenue, et c'est ce qui m'a beaucoup aussi réconciliée entre les religions monothéistes et la spiritualité en général, c'est qu'en fait, il y a cette perméabilité en fait entre le subtil et la matière et il y a cette réciprocité, c'est-à-dire que les dieux, les divinités n'attendent finalement rien de nous. Enfin, je veux dire, c'est un partage et c'est un échange d'énergie où effectivement, voilà, mais enfin, eux, très clairement, ils peuvent vivre sans nous, sans problème. Ah oui, pas du tout essentiel pour eux. Voilà. Alors, je voudrais rebondir sur, en tous les cas, le lien avec justement le côté christianisme, Oui, avec Marie. oui, D'ailleurs, tu fais le lien en disant que bien souvent, l'énergie d'Isis est dans certains lieux où Marie a pu passer ou voyager. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce lien entre eux Et d'ailleurs, alors, attends, avant d'aller plus loin, est-ce qu'on peut associer l'énergie d'Isis à celle de Marie? oui. Alors en fait, il y a plein de choses. Alors bon, moi, je suis pas spécialiste de Marie ni de Marie-Madeleine. Vraiment, je pense que j'ai une petite résistance. Alors un peu moins avec Marie, mais un petit peu plus avec Marie-Madeleine. Pourquoi Euh, d'ailleurs? Tu sais dire pourquoi tu as une je résistance à pense qu'il Marie? y a des mémoires, très clairement, il y a des mémoires par rapport à ça sur lesquelles bon, j'ai creusé, mais bon voilà. Mais effectivement, j'ai des mémoires avec la religion Oui. chrétienne et catholique qui est Mm. souffrante.
Et j'ai été remettre les doigts dessus. Hein, et d'ailleurs, j'ai eu des expériences avec les prêtres très, très compliquées. Oui. Donc voilà. Mais alors. Ce que tu dis me parle. Bon, ben, ça me rassure. Tu n'es pas seule. Mais je me réconcilie petit à petit parce que j'ai des amis autour de moi qui ont une approche de Marie-Madeleine et de Marie voilà, qui est beaucoup plus apaisée. Donc voilà. Mais pour Marie-Madeleine, si on commence par elle, bon, on a vu beaucoup de choses où effectivement on a lu beaucoup de choses nous expliquant que Marie-Madeleine avait été certainement initiée dans les temples d'Isis à l'époque. Alors, moi, j'y mets beaucoup de bémols parce qu'on ne trouve pas de traces historiques de ça. Donc, c'est une possibilité et je pense que beaucoup d'adeptes de Marie-Madeleine et du courant Marie-Madeleine aujourd'hui ont envie d'y croire. Je pense qu'il y a un lien archétypal, en revanche, entre ces deux personnes. Alors, il faut aussi faire la différence, c'est que Marie-Madeleine n'est pas une divinité. Marie-Madeleine a été un être incarné. Donc, voilà. Alors, ça a été certainement peut-être une prêtresse, initiée finalement à des pratiques antiques. Pour Marie, je pense qu'on a eu un glissement. On a eu un glissement avec les Vierges Noires, c'est-à-dire quand le culte d'Isis s'est répandu dans le bassin méditerranéen. Eh bien, on a implanté des Vierges Noires qui sont quelque part en fait un glissement d'énergie d'Isis. Alors, ce n'est déjà plus Isis en termes de représentation, mais c'est pour ça qu'on dit d'Isis au diminuant parce qu'elle a glissé. On lui retrouve pas mal d'épithètes: Isis Aphrodite, Isis Tyché, Isis Faria. Et donc, en fait, elle passe la mer Méditerranée et elle va commencer, en gardant quand même Isis, à prendre par syncrétisme l'aspect de nombreuses autres déités. Et elle va se mélanger. En fait, le culte va se diffuser un petit peu comme ça. Et on va retrouver effectivement des Vierges Noires. Et donc la religion catholique chrétienne. Alors ça, c'est un avis personnel. Donc je ne veux froisser aucune personne qui serait... Pour moi, Marie est une déesse différente d'Isis, mais archétypalement et dans l'énergie, elle a été teintée dans son histoire et dans les représentations qu'on en fait de l'énergie d'Isis. Puisque effectivement, on va retrouver l'Isis à l'enfant allaitante en Égypte, et on retrouve Marie allaitant l'enfant, assise. On va retrouver certaines dans les vêtements, dans l'iconographie, des nœuds d'Isis sur les ceintures. Voilà, on va retrouver un certain nombre de choses, et je pense qu'il y a eu des recodifications. À l'époque où il y a eu une grosse christianisation pour qu'effectivement on garde, et ça c'était souvent le cas chez les tailleurs de pierre, les artistes qui eux effectivement avaient une culture hermétique et ésotérique, et ils recodifiaient à l'intérieur un certain nombre de choses. Je pense que c'est deux divinités différentes mais qui vont se rejoindre sur certains aspects. Voilà. Est-ce que d'ailleurs, parce que c'est incroyable quand même qu'on parle d'Isis en Égypte, en lien avec Marie, qui est plutôt du bassin nord méditerranéen, mais est-ce qu'Isis a laissé une trace quand même dans le monde musulman? Ah oui, 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 oui. Et dans le monde musulman. Oui. Oui, elle a laissé des traces dans le monde musulman, elle a laissé des traces dans le judaïsme. Elle a laissé des traces partout. Alors effectivement, dans le monde musulman et en tous les cas sur la religion musulmane, pareil, je suis pas assez calée en fait sur l'étude des religions et je voudrais pas dire de bêtises, mais elle a laissé des empreintes, c'est sûr. Alors après, c'est vrai qu'aujourd'hui la culture musulmane en Égypte est une culture qui est quand même assez, comment on peut dire, assez ferme dans la condition de la femme, et que effectivement, Mais si on reprend le voile aujourd'hui, que ce soit dans la culture mésopotamienne ou la culture isiaque, le voile, voilé pour ne pas laisser, puisque on cache la nature, on cache, et il faut lever le voile pour passer sur un niveau initiatique, lever le voile. Mais là, c'est symbolique.
C'est symbolique, mais effectivement, euh, pour moi, il y a vraiment, voilà, il y a quelque chose qui a glissé. Mais alors après, voilà, te dire aujourd'hui si dans la religion musulmane on retrouve des traces d'Isis, très honnêtement, je voudrais pas m'aventurer sur ce terrain parce que j'en suis pas certaine. D'accord. Sur les textes anciens, oui, parce que sur la culture soufie, sur tout ça, on Mm. retrouve. Mais sur la religion musulmane aujourd'hui, c'est plus verrouillé. Et puis c'est surtout que les textes sont surinterprétés. Donc aujourd'hui, Un les peu vrais compliqué textes, de. Mm. ouais, voilà, c'est ça. Donc je m'y risquerai pas Ok. là-dessus, tu vois. Mais bon, ce sera intéressant. C'est une piste en tous les cas à explorer. Ah, Savoir où Isis a oui. diffusé son énergie et voilà, dans toutes ces religions monothéistes. De toute façon, les religions aujourd'hui, en tous les cas sur la partie hermétique et ésotérique des religions, si on Mm. prend la Kabbale, si on prend, voilà, comme je disais tout à l'heure, les courants soufis, tout ça, il y a, parce qu'en en fait, Isis, au-delà de ce qu'elle porte comme archétype et euh, comment dire, c'est surtout l'enseignement alchimique et ésotérique dont elle est porteuse qui est intéressant. C'est-à-dire que voilà, elle participe dans cette grande valse à effectivement nous faire, avec toutes les autres divinités, à nous faire transmuter la matière, donc notre matière interne. Et ça, dans les courants, on le retrouve, hein, effectivement. Alors, Isis Marilyn, je me permets, dit oui, on Oui, a attrapé la Lune. Effectivement. Oui, oui, c'est. ouais. Merci pour la petite. Qui était La attribué à petite- Isis lunaire par les Grecs. Oui, 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 exact. oui, 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 ce qui est très intéressant. Et d'ailleurs, effectivement, si on part du principe que la lune est un symbole féminin, effectivement, l'islam, Oui, étrangement, a gardé ce symbole qui est très fort. C'est oui, assez lunaire d'ailleurs, ouais, ouais, dans oui, certains, sans faire oui, jeu de mots. C'est assez fou. Et oui, effectivement, si on regarde au niveau symbolique, c'est assez oui. incroyable que d'ailleurs sur la plupart des drapeaux, il y ait une lune. Mais c'est un croissant de lune. Alors est-ce que, Oui, enfin, bon, bref, mais c'est pas le sujet, mais c'est très intéressant. Enfin, moi, c'est des oui, sujets qui me passionnent, donc tout ce qui est étude des religions, je trouve ça hyper passionnant. Qui représentait une des trois déesses pré-islamiques. Ouais. ok. Mais merci, merci Isis Marilyn, c'est notre assistante aujourd'hui. Oui, oui, J'adore. oui, 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 oui. Alors c'est vrai que oui, moi l'étude des, alors autant l'étude des religions musulmanes, c'est vrai que j'ai pas creusé, mais c'est intéressant et je creuserai, ouais, je pense, quand j'aurai du temps, parce Bien qu'il faut sûr, avoir du temps pour il faut creuser. beaucoup de temps. C'est toujours pareil. Mais voilà, c'est ce lien-là. Isis, voilà, tac, 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 où est allée. Oui. Bon, voilà, je te laisse avec ça, cadeau. Merci beaucoup, Elodie. Merci, hein. Euh, Isis a donc quatre grands visages, comme tu le décris très bien, que tu as décrit dans quatre piliers, pilier terre, pilier de la lune, pilier du soleil, pilier stellaire. Donc ça, c'est les quatre grands chapitres pour un petit peu situer ton livre et décrire en quelques mots ton livre, avec à chaque fois, parce que je veux vraiment le préciser maintenant, dans chaque gros chapitre, il y a euh, cinq grands thèmes abordés qui sont déjà le chemin initiatique à chaque fois de chaque pilier, l'archétype et déité alliés, les symboles. Donc à chaque fois, tu décris, comme cette clé par exemple, ou d'autres, et certaines que vous ne connaissez absolument pas, donc merci. Des symboles que tu décris parfaitement bien. Les essences végétales, donc comment cheminer à chaque fois avec chaque déité ou chaque, en tous les cas, profil d'Isis, chaque pilier, comment cheminer à travers des essences d'huile essentielle, par exemple, des choses comme ça, c'est passionnant. Et tu fais aussi un lien, tu fais un pont avec les arcades du tarot. Donc, vraiment, mais c'est hyper patient. Je te dis, à mon avis, enfin, le lire une seule fois, ça suffit absolument pas. Il faut le relire absolument. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces quatre piliers, que ce soit le pilier de la terre, donc Isis sombre. Est-ce que tu... Voilà, après, je l'ai décrit, un pilier de la lune, donc Isis lunaire, le pilier du soleil, Isis solaire, et pilier stellaire, Isis des étoiles. Donc vraiment, on est dans toutes les dimensions là. Est-ce qu'on peut faire un lien là entre ces quatre Isis et aussi tout ce qu'on traverse chaque mois à travers l'évolution lunaire tous les mois, par exemple? Tu On vois, pourrait, ouais.
On pourrait tout à fait faire un cadran lunaire et transposer ces 4 phases du cycle sur les 4 phases, effectivement, puisqu'on va avoir la descente dans les profondeurs. Et moi, voilà, je pense que ça serait plutôt effectivement, voilà, la phase, comment on appelle ça, enchanteresse, comme le dirait Miranda Gray, en fait, hein. Mm. Et effectivement, la phase d'ovulation qui serait plutôt une phase lunaire, la phase solaire, enfin voilà. Après, je pense que c'est tout à fait transposable, effectivement, sur nos cycles féminins. C'est pas quelque chose que j'ai exploré de manière très détaillée, mais je sais que certaines filles qui suivent mes cursus l'avaient, comment dire, mis en perspective ça. Donc effectivement, ça peut être très intéressant. Alors après, Parce que parce que, excuse-moi, j'ai fait le pont avec d'autres lectures que j'ai pu faire autour oui, du féminin sacré, etc. Et j'ai vraiment retrouvé ça. J'ai ressenti ça. Cette d'accord. évolution entre la lune ascendante, la lune descendante, la pleine lune, la nouvelle lune. Et je trouve qu'il y a un lien à faire là. Oui, Mais oui. voilà. Ouais, ouais, je pense que de toute façon, c'est aussi important, je pense, avec la lecture, ou en tous les cas, tu vois, comme tu le fais là, d'aller ouvrir et de faire des ponts sur d'autres choses, hein. C'est vraiment une matière première pour aller après explorer d'autres choses. Et effectivement, pour moi, Isis représente les facettes du féminin. C'est-à-dire, tu sais, alors, moi, je suis un peu chonchon avec un féminin réceptif qui est douceur et gentillesse et mère et abnégation. Parce que moi j'ai un féminin qui est quand même assez solaire et j'ai souvent été décriée comme étant sanguine, tout ça. Et donc du coup, pour moi c'était aussi une façon de dire, ok, Isis représente toutes les facettes du féminin, aussi bien des féminins archaïques, sombres, des profondeurs, telles Perséphone, telles Serquette, des déesses ils viennent nous chercher dans nos souterrains de l'intériorité. Et si on reprend ton parallèle avec les lunes, je veux dire, enfin, je ne sais pas comment, mesdames, vous comportez, ou messieurs qui avez été face à des systèmes hormonaux qui peuvent s'emballer. Quand on est dans la descente et qu'on va avoir ces lunes, on la sent, cette énergie comment dire, de destruction, voilà, où on a envie de manger tout ce qui passe et on a envie de laisser quelque chose s'échapper qui n'est pas forcément toujours plein de bienveillance et de douceur. Et c'est vrai que nos sociétés bah, nous ont vachement lissés, hein, pour le coup, et voilà, et des siècles de monothéisme également. Donc, effectivement, voilà. Donc ça, c'était la petite punchline. Mais voilà, je pense que au travers de ces 4 piliers, alors déjà, c'est une partie de ma gnose personnelle. C'est-à-dire que moi, je l'ai vécu comme ça. Tout le monde ne l'appréhendra peut-être pas de cette manière-là. Mais c'est vrai que quand j'ai écrit le livre, il fallait offrir un chemin de découverte avec Isis. Bah, c'est celui qui, moi, m'a été transmis, m'a été partagé, et c'est comme ça aussi que j'ai été initiée, donc voilà. Mais du coup, on a, comme je disais, ces 4 grandes facettes, ces 4 grands piliers. Alors pourquoi des piliers? Parce que pour moi, c'est les piliers du temple, c'est aussi voilà, ce lien avec Osiris qui doit redresser son pilier et qui doit en fait se restructurer. Et chaque pilier passé est une restructuration des différentes facettes intérieures. C'est aussi la découverte de soi, aussi des énergies de la divinité. Le pilier terre est un pilier, comme on disait, archaïque, sombre, qui va venir nous faire descendre en fait dans nos profondeurs, dans tout ce qui est caché, dans tout ce qu'on n'a pas envie d'explorer, et puis aussi dans toutes les ressources de la puissance, de la magie, de cet archétype finalement de la sorcière qui va travailler avec les éléments, qui va façonner dans la réalité dans laquelle elle se trouve, mais qui va devoir pour faire ça prendre conscience des ombres qui l'habitent. Parce qu'aujourd'hui, manier les énergies sans avoir pris conscience de ce qui nous habitait, bah, on risque de faire beaucoup, beaucoup de mal. Et c'est toute la rectitude dont les Égyptiens sont porteurs et nous demandent d'agir en conscience et en alignement avec les lois universelles. Donc, le pilier terre va avoir cette thématique-là. Il va nous amener aussi les éléments dissonants, les événements un petit peu traumatiques qui nous font passer à un autre état de conscience. Le pilier lunaire, ben, lui, c'est un pilier pour moi. Alors, attends, pour finir, excuse-moi, sur le pilier de la terre donc, et des ombres, on pourrait faire aussi le parallèle avec l'hiver. Oui. Si on part du principe que les 4 piliers peuvent être aussi une des saisons oui. qu'on traverse, ce serait l'hiver, c'est ça?
Alors pour moi, je le rapprocherais du calendrier de la roue païenne. C'est-à-dire que pour moi, le pilier terre commence à partir d'octobre et va se terminer pour moi au solstice d'hiver. Parce que pour moi, au solstice d'hiver, dans l'hiver, on est déjà sur une remontée, puisque comment dire, la lumière va commencer à recroître. Donc pour moi, on est vraiment de Samhain, un petit peu avant, jusqu'au solstice d'hiver. Donc sur de l'automne, sur une descente effectivement. Mm. Et ensuite, au Mm. solstice d'hiver, dans l'hiver, on va nettoyer, on va prendre un temps d'introspection. Et c'est ce que le pilier lunaire va proposer. Pour moi, c'est l'œuvre au blanc. Et c'est effectivement toute cette partie entre le solstice d'hiver, Imbolc, où on nettoie, où on épure, où on lessive. C'est le mois du blanc, quoi, clairement en janvier. Et où effectivement, on va venir euh, épurer et venir travailler sur les guérisons des blessures traumatiques féminines, sur les émotions dont on est submergé, tous ces jeux de miroir avec l'autre. Qu'est-ce qui m'est renvoyé, qu'est-ce que voilà et puis c'est l'Isis maternante, c'est celle qui va effectivement nous abreuver de son lait, c'est aussi ben, l'énergie de Isis et de Bastet qui va effectivement nous apprendre à écouter nos intuitions, c'est très lunaire. Mm. Donc, c'est tout ce domaine-là. Donc, c'est très haut. On va vraiment être dans cette énergie-là. D'accord. Puis ensuite, on a le pilier solaire. Et effectivement, Parce que en même temps, je fais les liens avec même tout ce qui est la tradition chinoise, les, les dates par rapport à la médecine chinoise, etc. Il y a plein de ponts à faire, c'est extraordinaire, hein, c'est sans fin. Hein. c'est sans fin. Et en plus, c'est là que c'est sans fin. Et c'est pour ça que c'est souvent en arborescence. Parce que moi, ma tradition dans laquelle je suis ancrée, c'est la tradition égyptienne. Mais j'ai beaucoup frayé sur les traditions irlandaises. J'avais été initiée dans un coven druidique. Donc voilà, le calendrier des oghams, les runes. Et en fait, c'est sans fin parce que en fait, les divinités sont porteuses d'une sagesse, sont porteuses, voilà. Mais il y a tout le système initiatique derrière, tout ce système macrocosme, microcosme. Et en fait, on se dit, mais toutes les traditions peuvent être, voilà. Et en fait, mais au-dessus de tout ça, il y a une tradition primordiale. Il y a quelque chose voilà, qui relie tout. C'est assez fabuleux, je trouve. Complètement. Le pilier solaire, c'est ça qu'on disait. Oui, le pilier solaire. Oui, alors attends, le pilier de la Terre, donc Isis sombre. On fait la deuxième, le pilier de la Lune. On vient de le faire. Dans l'ordre. Oui. Ensuite, il y a le pilier du Soleil, effectivement. L'Isis solaire. Ah, j'aime bien celle-là. Ah ben ouais, l'Isis solaire, c'est quelque chose, moi aussi, je l'adore. Je l'adore et en même temps, c'est pas le pilier le plus évident, je trouve. C'est vraiment le pilier de l'Isis, alors créative pour moi, du coup de tous les archétypes autour de la sensualité, de la féminité, mais solaire, du coup, qui va donner, qui va avoir, c'est l'énergie de la danse, c'est l'énergie du feu, mais aussi l'énergie de l'ego, de la colère, de la domination, parce qu'il y a cette énergie, pour moi, essentielle dans le pilier terre et avec cette Isis, qui est celle de la maîtrise de ses pulsions et la maîtrise de son ego. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler autour de cette facette. Et puis, il y a aussi cette fameuse notion de, OK, nous, en tant que femmes, est-ce qu'on a appris à prendre notre place? Et surtout, est-ce qu'on a appris à la prendre soit en étant comme des hommes dans un système patriarcal, ou est-ce qu'on accepte d'être des femmes solaires, c'est-à-dire qui ont repris en charge leur yang et qui ont soigné suffisamment leurs blessures avec le féminin, le masculin, pardon. Parce que c'est ça. Alors moi, c'est un pilier qui m'a beaucoup parlé parce que je suis un papa très autoritaire. Et j'ai souvent eu cette façon de me positionner envers les hommes qui est celle de me protéger et de ne surtout pas laisser un homme diriger ma vie. Alors c'est bien, mais ça fait un yang plus, plus, plus et qui finalement peut parfois être dans la domination et pas assez dans la coopération. Parce que le pilier solaire, c'est aussi ça. C'est après avoir traversé les projections, nos jeux de miroir, qu'est-ce que les autres nous renvoient, c'est d'arriver à trouver cette conscience d'altérité dans la relation avec les autres. Et on le voit dans le mythe. C'est-à-dire qu'on voit cette coopération qu'ont Nephthys et Isis. On voit combien elles vont s'allier, alors que Nephthys a fait un enfant avec Osiris.
Mais il n'y a pas de rivalité. Il n'y a pas cette notion, on ne la trouve pas. Alors, on va la trouver avec Seth, avec le masculin, mais finalement, Seth va devenir gardien aux côtés d'Horus. Donc, on voit bien qu'en fait, il y a tout jeu d'épopée initiatique pour arriver à cette fameuse conscience d'altérité et à cette fameuse alliance entre le masculin et le féminin, et entre des féminins passifs, réceptifs, passifs, actifs. Voilà, c'est vraiment pour moi une Égypte intérieure, vraiment. Passionnant. Et donc le dernier. Le pilier stellaire, mon chouchou. Le pilier stellaire, c'est vraiment le pilier de la réalisation pour moi. De toute façon, la première fois que j'ai connecté Isis, je l'ai connecté sous cette forme-là. C'est-à-dire, dans mon rêve, c'était pour moi l'Isis stellaire, l'Isis Sirius, la femme, enfin, l'Isis, j'ai presque envie de dire prédynastique, voilà, qui dépasse en fait déjà l'Égypte installée et pharaonique, quoi. On est sur une énergie bien plus ancestrale pour moi. C'est la mémoire des ancêtres, c'est la mémoire universelle. Mais c'est aussi celle qui va nous demander de devenir gardien et gardienne de ces traditions dans la matière. C'est-à-dire que je fais beaucoup de ponts avec le tarot, mais j'aime bien reprendre l'exemple de l'étoile. C'est-à-dire que c'est de faire descendre le sacré dans la matière. Créer cette perméabilité entre le subtil et la matière pour imprégner, comme le disaient les Égyptiens, pour des millions d'années la Terre. Y a vraiment cette notion-là. Et pour moi, c'est vraiment le pilier de la prêtresse. C'est-à-dire que la prêtresse initiée qui a passé ces différents piliers, qui a travaillé sur sa matière intérieure, qui a suffisamment étudié, va pouvoir du coup être ce canal au service de la matière et de la divinité en l'occurrence, et de la tradition. Donc le pilier des étoiles, c'est vraiment un beau pilier, mais c'est aussi un pilier de responsabilité, dans le sens où, en fait, pour moi, il y a une... Aruna Lebvitch en parle très bien, hein, je crois que c'est ses termes à elle, la nostalgie de l'ailleurs. En fait, le pilier des étoiles, il nous amène dans cette nostalgie de l'ailleurs, où en fait, on a envie de retourner dans les étoiles, et que la matière, c'est douloureux parfois. Et finalement, c'est de se dire, oui, c'est douloureux, mais ton job ici, c'est de l'incarner et de le surincarner, puisque tu as fait le choix de venir ici. Donc, voilà. Et bah, tu as des ressources à ta disposition dont tu peux voilà, te servir et sublimer la matière avec ces ressources-là, avec ces énergies-là. Enfin, c'est ce que dit l'alchimie. Hein. L'alchimie sublime la matière, met de la lumière dans le dense. Bah, je crois que le pied des étoiles, c'est ça. Oh, c'est beau. On pourrait t'écouter pendant des heures. C'est passionnant en plus. Et c'est plein de douceur. C'est ça qui est extraordinaire. On a l'impression d'être embarqué dans une jolie barque sur le Nil. Ah, bah à suivre les flots, le courant, tranquillement. Et c'est joyeux en même temps. Petite parenthèse par rapport aux huiles essentielles que tu proposes. Il y en a certaines qui sont faciles à trouver oui. en pharmacie, parapharmacie, magasin bio. Il y en a d'autres. C'est un peu compliqué. Est-ce que tu as un site internet, s'il te plaît, à nous donner pour rechercher justement certaines huiles qui sont un peu plus compliquées à trouver? Oui, alors moi j'aime bien. Alors je crois que c'est Louis l'herboristerie. Je voudrais pas dire de bêtises. Je te demande 30 secondes pour Oui. vérifier. Alors attends, que j'ouvre ça. Alors c'est Louis. Alors je te lis en même temps des commentaires. Anna qui dit « Oh merde, c'est exactement ce que je vis, sans prétention de dire que je suis autant évoluée, mais cette nostalgie, j'ai vraiment du mal à la gérer et à en parler. Tu l'as vraiment bien fait, merci. » Oui. Alors ça s'appelle Herboristerie Louis. Donc ils font de la phytothérapie, des huiles essentielles et des tisanes. C'est un site de qualité. Moi je commande essentiellement là pour voilà, faire mes encens. Ils ont des herbes en vrac et tout ça et qui sont très bien. Alors juste pour revenir sur la nostalgie de l'ailleurs, c'est aussi comment dire, une prédisposition. Il y a des gens qui n'auront jamais cette nostalgie de l'ailleurs. Bon, moi, je fais un peu d'astrologie et en fait, souvent, voilà, tout ce qui va être des planètes très haut, tout ce qui va être en position maison 12, on a de base cette nostalgie de l'ailleurs parce qu'on est à la limite entre la fin et le début. Et donc, on est revenu, mais avec toujours cette mémoire de l'autre, de l'ailleurs. Donc, ça se travaille, voilà, en accompagnement. Enfin,
Et je pense que c'est important sur cette nostalgie de l'ailleurs, surtout quand on touche à la spiritualité, de le travailler. Parce que ça peut faire déplafonner, en fait. On va faire une fuite de la matière, une fuite du quotidien, et ça peut être dangereux. Donc c'est, enfin dangereux, entre guillemets, mais ben, ça peut créer des dépressions, des déprimes, parce que, ben, voilà, donc je pense que ça peut être intéressant. Une perte d'équilibre. Ouais. Pas être top. En lisant, pareil, je fais des ponts avec d'autres lives que j'ai pu faire avec d'autres femmes extraordinaires. J'ai noté Isis lunaire peut être intéressante sur un parcours de flammes jumelles. Alors, tout le monde n'adhère pas à ce langage-là des flammes jumelles, c'est très discutable, on est d'accord. Pour autant, il y a cette idée-là actuellement, et si c'est si populaire en ce moment, peut-être qu'il y a quand même quelque chose, quand même. Je me dis toujours, quand il y a quelque chose de très populaire comme ça, il y a un côté too much qui peut être dangereux, on est d'accord, mais en restant quand même avec un petit peu de distance, on peut se dire aussi que si on en entend autant parler, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans cette énergie-là. En tous les cas, dans ce que j'ai lu par rapport à l'Isis lunaire, elle peut être intéressante à inviter un couple intérieur équilibré. Et c'est ça dont parlent quelque part aussi les flammes jumelles, c'est-à-dire que au moins, si c'est pas à l'extérieur de soi, c'est avant tout avec soi. C'est être en couple serein avec soi, un couple intérieur qui va bien et qui est équilibré. Donc, est-ce que tu valides le fait que justement Isis lunaire soit bien Alors, j'irai plus sur le lien entre l'Isis lunaire et l'Isis solaire. C'est-à-dire que pour moi, Isis lunaire toute seule ne représenterait pas ce concept de flamme jumelle. D'accord. Alors, peut-être dans le sens de la lignée, c'est-à-dire des liens qui unissent deux personnes entre elles. Mais pour moi, si on va sur cette notion de couple et d'alliance, on serait plutôt sur du pilier solaire dans le sens où en fait il faut développer suffisamment la conscience d'altérité et d'avoir suffisamment déprogrammé pour pouvoir créer. C'est un petit peu comme en alchimie, l'alliance du roi et de la reine qui vont créer l'être androgyne indifférencié en fait. L'œuf primordial où on retrouve la réunification. Après, c'est vrai que moi, sur les flammes jumelles, c'est vraiment pas du tout ma spécialité. Après, si on va sur une forme plutôt d'alliance tantrique, tu vois, où effectivement, on va se retrouver, en fait, deux âmes, on va sortir de la matérialité pour être sur quelque chose de beaucoup plus large. Je pense à Beata, qui a fait un live très intéressant sur le couple hier et qui parlait en fait de cette notion de tantrisme. Beata, t'écris ça comment? Oui, Beata. D'accord, tout simplement. Ok. Vraiment à le regarder parce que au-delà de l'histoire personnelle qu'elle raconte, elle parle de cette notion de s'être suffisamment déprogrammée en fait et d'avoir suffisamment exploré les différents personnages de son être intérieur pour être en capacité d'être en lien avec l'autre, mais ce que fait aussi très bien Arun Alievitch d'ailleurs, d'être en lien avec l'autre, voilà, sur un plan de réunion. Et Fabrice Lucchini le dit aussi très bien, deux êtres non finis en forment un troisième, qui est le réceptacle d'un nous atrophié. Donc c'est exactement ça en fait. Donc ça peut être du pilier lunaire effectivement, et je pense que c'est à cheval entre les deux, entre le pilier lunaire et le pilier solaire, parce que je pense que il faut être assez réceptif à l'autre pour pouvoir être en lien avec l'autre, mais il faut aussi être en capacité de mettre des limites à l'autre pour être assez en lien avec soi. Donc voilà, c'est une valse incessante. Incessante. Vive la vie. On est là-dedans. Il nous reste pas beaucoup de temps. Il nous reste 1 minute. Pour autant, toi, comment est-ce que tu nous proposes d'utiliser ton livre au quotidien? Alors, au quotidien, je propose déjà de le lire dans une première partie, c'est-à-dire de se dire, OK, je le lis, je prends ce qu'il y a à prendre, et ensuite, alors, soit je le fais dans l'ordre, c'est-à-dire que je prends les méditations et je les fais au fur et à mesure avec un cahier, et voilà, ou alors je pioche en fonction de ce que je ressens en ayant déjà lu les piliers, ce dont j'ai besoin à l'instant T dans mon cheminement pour
connecter ce qui est défaillant ou ce qui est compliqué ou ce qui a à être à sublimer en moi. Voilà. Bon, là, je pense qu'on peut aussi l'utiliser en fonction des saisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un pilier, à mon sens, terre. Et donc, on est en ce moment dans la descente de nos énergies. Et que le pilier terre peut être très intéressant à travailler là jusqu'à l'hiver, par exemple. D'accord. Est-ce qu'on peut aussi faire un petit peu comme un livre divinatoire? C'est-à-dire que se dire, voilà, de quoi ai-je besoin aujourd'hui? Clap, prendre au milieu. Ah, par exemple, je tombe sur pied de la lune. On peut le faire. Ouais. On peut le faire comme ça, je pense. Ça peut être intéressant aussi, tu vois, de dire, bah voilà, typiquement, merci, j'ai eu la réponse, c'est formidable. Voilà, je sais quoi. C'est génial. Voilà, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il me reste à faire, exactement. Pareil, allez, il nous reste, allez, on rajoute une petite minute. C'est quoi ton actualité? Enfin, c'est quoi, t'as quoi comme projet là en cours? T'en es où là? Alors moi, j'ai toujours 3 milliards de projets, j'ai jamais assez de temps pour tout faire. Là, j'ai relancé du coup le cursus initiatique qui est lié au livre, Les Mystères d'Isis, que je fais ça tous les ans, parce que le livre est issu en fait de ce cursus que j'ai éprouvé pendant de nombreuses années avec des femmes. Là, je le relance, il commence en octobre, au 1er octobre, donc incessamment sous peu. D'accord, donc tu formes en présentiel et en distanciel, comment ça se passe? Alors là, actuellement, c'est en distanciel, mais il y aura certainement une rencontre annuelle avec le nouveau groupe. Mais c'est surtout du distanciel, ouais. Mais alors, enfin, je fais de l'accompagnement privilégié, je fais de l'individuel en fait. Hein. Chacune, voilà, est accompagnée individuellement sur ce cursus. Donc voilà, et qui dure 9 mois. Voilà, 9 mois pour parcourir les 4 piliers, pour accoucher de soi. Donc c'est vraiment un beau programme et qui me mobilise, mais dans une joie en fait, à chaque fois tous les ans, parce que je vois les transformations au bout des 9 mois. Je vois combien ça a fait fleurir en tous les cas. Et le Sentier des Netzer, donc le Sentier des Netzerou, c'est un programme qui est en fait l'exploration des divinités égyptiennes. Donc je les prends au fil de mes intuitions, au fil de mes rêves. Tous les mois, on étudie une déité autour d'une conférence. Donc on va chercher son enseignement hermétique, mythologique, ésotérique. On fait des ateliers en fonction de la roue des saisons, avec des méditations guidées, enfin voilà, tout ça. Donc là, pareil, je relance aujourd'hui, tu vois. Ça marche par abonnement. Les personnes s'abonnent pour 1 an, et voilà. Et tout est dans ton lien Instagram, on peut tout trouver dans ton lien. Tout est lien Instagram. Donc là, mon lien Instagram n'est pas encore remis à jour pour le sentier, mais il va être fait dans la journée. Et puis après, voilà, j'ai plein de projets autres, mais qui ne sont pas encore aboutis. Voilà, déjà, j'ai de quoi m'occuper. Bon, tu reviendras nous en dire un peu plus une autre fois. Je représente ton livre de nouveau, Les Mystères d'Isis, la voie initiatique de la grande déesse. Voilà, regardez cette très jolie couverture. Merci pour ce moment, Laetitia. Merci à toi, Julie. J'ai été ravie. Ça a été un bonheur, d'une fluidité. Voilà, c'était très chouette. Merci à tout le monde pour votre présence. Merci, oui, pour toutes vos remarques et vos interventions. Je t'embrasse fort, Laetitia. Merci. Peut-être en Normandie un jour. Ah oui, je vis en Normandie. Hein. Je vis dans le sud-ouest maintenant. Ah, dans le sud-ouest? D'accord. Bon, bah merci. Voilà. On reste dans l'ouest. Au revoir tout le monde. Passez une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.